Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes le meilleur ambassadeur de la vraie chanson française dans le monde. À bientôt 20 ans et 4 fois plutôt qu'une. Vos refrains sont à votre image. Ils n'ont pas pris la moindre ride. Vous ajoutez un nouvel album à votre répertoire. Nous allons en parler, si vous le permettez, bien sûr, monsieur. Bonjour, Salvatore Adamo. Bonjour, Jacques Pessis. Bonjour à toutes et à tous. Je vous appelle simplement Jacques dans la vie. Oh oui, on se connaît donc depuis longtemps. appelez-moi Salvatore quand même. D'accord. Oui, mais là, il fallait quand même dire aux auditeurs que c'est Salvatore Adamo. Oui, mais je suis là tout seul, il n'y a pas le « et Adamo ». Ah non, oui. Moi, j'ai connu un Jean Adamo qui se faisait passer pour un Adamo. Il faisait un tout petit Jean et il faisait un gros Adamo. Ça marchait. D'accord. Ça m'est arrivé avec un groupe en Belgique qui avait enregistré une musique que je leur avais faite et ils avaient mis leur nom en petit, une chanson, une musique de Adamo en tout grand. Donc, voilà. Il y avait confusion possible. Ouais. Alors, il y a ce nouvel album dont on va parler, qui est étonnant, qui ne ressemble pas aux autres. Vous ne faites jamais rien comme tout le monde. Et on va parler de votre carrière, parce que on vous a pas vu depuis longtemps dans les clés d'une vie, et même sur Sud Radio. Donc, on va évoquer votre carrière à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, Salvatore Adamo, c'est le 8 juillet 63, votre première télé, L'école des vedettes, avec cette chanson. Au nom de une émission, vous êtes présenté par Annie Cordy, qui est votre marraine, vous en souvenez? Ah oui, tout à fait, oui. C'était une émission d'Aimée Mortimer. Oui, ex-commentatrice, devenue animatrice. Ah oui. Et Annie Cordy m'avait un peu pris sous son aile pour cette émission-là. Et je raconte toujours la même anecdote, mais je n'ai qu'une vie, donc je ne peux pas en inventer une autre chaque fois. Donc elle m'avait pris en première partie de son spectacle en Belgique. Oui. J'étais à peine connu. Et j'étais resté en coulisses pour la regarder après avoir chanté mes 3 chansons. Et elle était grippée, mais à un point incroyable. Et à un moment donné, elle chantait une chanson en bleu de travail. Elle s'était allongée par terre pour son numéro. Elle transpirait, elle souffrait. Elle s'est tournée vers moi. Elle m'a fait un clin d'œil. Et ça a été une leçon de vie pour moi. Exact. The show must go on. Quoi qu'il arrive. Voilà. Alors là, la chanson Salvatore Adamo, vous l'avez découverte, je crois, en écoutant la TSF familiale. Oui. Le soir, à partir de 20h, mon père collait son oreille au poste pour capter la raille, parce qu'avant 20h, on avait des bip, 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 bip. Et donc, on écoutait la chanson du moment en Italie, les nouvelles. On écoutait les festivals de San Remo, le festival de Naples. On découvrait les chansons italiennes. Et les chansons françaises aussi. Je crois que Mouloudji vous a bercé, oui. Le rock'n'roll aussi. Et il y a eu, à 14 ans, votre première chanson, parce que je crois que vous avez écrit votre première chanson parce que vous étiez timide, Salvatore Adamo. Oui. En fait, vous parlez de la première chanson que j'ai chantée lors du crochet radiophonique, vous parlez de Si José. Exactement. Mais avant ça, j'avais écrit une chanson qui s'appelait La première fois que je t'ai vu, que je n'ai jamais enregistrée parce qu'elle était vraiment encore plus naïve que Si José, oui. Et les chansons que vous écoutiez avec la guitare, je crois que c'est votre grand-père qui vous avait envoyé une guitare de Sicile, c'est ça? Oui, je dis avec un certain plaisir qu'il y a un trio improbable qui a beaucoup compté dans ma vie. C'est ma maman, mon grand-père, et, tenez-vous bien, Elvis Presley. Oui. Parce que ma mère m'avait surpris devant un miroir en train de me déhancher en chantant du Elvis Presley avec une brosse en guise de guitare. Ma mère a écrit à son papa pour qu'il m'envoie une guitare que j'ai reçue un mois plus tard, qu'un oncle m'avait amené. Voilà. Et donc le trio magique. Voilà. Et avec la guitare, les premières chansons que vous avez interprétées en vous accompagnant à la guitare, c'est celle de quelqu'un que vous avez ensuite retrouvé sur un plateau de télévision. Je me suis fait tourner devant une poupée qui ferme les yeux quand on... Georges Brassens, chanson dédiée à Poupchen, la femme de sa vie, très discrète dans sa vie, qui venait jamais avant 13h. C'est vrai que rencontrer Brassens sur un plateau de télé, c'était émouvant, Adamo. Brassens était venu me voir à l'Olympia, à mon insu. Et après mon concert, Bruno Cocatrix et il y avait mon père nous a invités dans son appartement. Et donc on a saucissonné Brassens, Cocatrix, mon père et moi. Et c'est un moment inoubliable. Et après, il m'a invité chez lui. C'est un être d'une humilité incroyable. Il était un peu triste du fait qu'on dise que ses musiques étaient un peu simples. Or,
c'est le contraire. Les harmonies de Brassens sont les plus riches de la chanson française. Alors quand quelques-uns des invités étaient partis, il prenait sa guitare, on restait à 2 ou 3, et il commençait. Tiens, et ça, tu crois que c'est un accord simple, c'est un septième augmenté, un septième diminué. Voilà, il avait cette petite frustration. Et la première fois que je l'ai invité chez moi, il est venu avec Pupken. J'étais en haut, je descends et je l'embrasse et je dis à Pupken de me donner son manteau. Et elle me dit, mais c'est ma robe. Je savais plus où mettre. Elle est vraie, cette histoire. Et c'est vrai que Brassens composait 10 musiques avant de trouver la bonne. Il y a une maquette des copains d'abord où il cherche vraiment pour que les harmonies soient parfaites. Alors je crois que vous avez fait des concours et la première fois où vous avez gagné quelque chose, Salvatore Adamo, c'est 2 kilos de chocolat. Absolument. J'avais 12 ans. C'était sur la grande place de Jemap. Je passais par là et j'ai vu qu'il y avait un attroupement. Il y avait un podium. Il n'y avait pas de musiciens et j'ai vu 1 ou 2 personnes monter et chanter leurs chansons et je ne sais pas ce qui m'a poussé à monter sur le podium et à chanter a cappella, donc L'amour est un bouquet de violettes de Luis Mariano. Mariano qui faisait aussi une opérette avec Annie Cordy. Quand vous avez débuté, elle jouait Visa pour l'amour à Paris. Alors, il se trouve aussi qu'ensuite, il y a eu un concours qui a beaucoup compté dans votre vie, et vous avez participé à ce concours à l'insu de votre père. Absolument, parce que mon père faisait de gros efforts pour me payer des études. Bon, j'avais déjà la voix que j'ai aujourd'hui, donc c'est pas la voix de chanteur d'opéra que mon père adorait, parce qu'il était fan d'opéra. Donc, je commençais à négliger mes études, ça lui plaisait pas. J'ai participé à ce concours... le crochet radiophonique Mont Savon-Dop, oui, sur Radio Luxembourg. Et c'était présenté par Marcel Faure. Absolument. Et il y avait aussi Lucien Jeunesse dans l'équipe. Et une personne qui professionnellement est la personne qui a peut-être le plus compté pour moi, c'est François Sattlar. Parce que il y avait eu la présélection l'après-midi. Donc j'avais chanté avec ma guitare. Et j'avais été écarté. Et François Sattlar a dit à ses collègues du jury, je pense que ce jeune homme, j'avais 16 ans, ce jeune homme a quelque chose, on ferait bien de le repêcher. Ce qui a été fait, et le soir, j'ai gagné. Voilà. François Sattlar a été un animateur célèbre. Il a animé un jeu, L'Homme des Vœux, sur Radio Luxembourg, qui était l'ancêtre du micro invisible. Absolument, oui. Alors, donc, vous allez à Paris avec votre père qui vous accompagne, parce qu'il a accepté pour la finale. Quand le crochet est passé 15 jours après, j'ai fait la surprise à mon père. Papa, on va écouter la radio ensemble. Et là, il a eu les yeux qui brillaient, quoi. Et voilà, tout a changé à ce moment-là. Et on est allé à Paris, comme vous dites. Oui, où la nuit a été difficile à la gare du Nord parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie et vous aviez une guitare. Oui, et tous les 50 mètres, on nous fouillait parce qu'ils craignaient qu'il y ait une arme dans l'étui à guitare. Et ce concours, d'ailleurs, il y a eu 1 an plus tôt quelqu'un qui l'a gagné aussi, qui a réussi ensuite, c'est un certain Johnny Hallyday. Le même concert. C'était un concours complémentaire au Marcadet Palace sur Radio Luxembourg également. D'accord. Alors, j'ignorais ça. Voilà. Ouais. Alors, il y a un disque qui sort. Bon, il va pas se vendre au début, ça intéresse personne. Il y en a 5 qui ne se vendent pas. Seulement aux membres de la famille. Oui. Et heureusement, vous avez une grande famille. Oui, absolument. Dont le disquaire de Jemap, Monsieur Donfu, avait dû assurer la vente des 500 premiers. Donc, voilà. Et donc, j'ai cru que ma chance était passée. Et j'avais décidé de retourner sérieusement aux études. Journalisme, je crois. Oui, journalisme, peut-être prof de langue germanique. Et c'est là que mon père m'a complètement épaté parce que il m'a dit pas question. Maintenant, je sais ce que tu dois faire. Et c'est lui qui allait frapper à la bonne porte. Voilà. Et la première chanson, on l'a citée tout à l'heure, c'était Si j'osais. Si j'osais te confier mes rêves d'adolescent. C'est une des premières chansons, ça. Oui, ça, c'est la chanson que j'ai chantée au crochet. Ouais. Mais la première chanson que j'ai enregistrée quand mon père est allé frapper à la bonne porte, c'était Sans toi, mamie, qui est devenue... qui est resté 6 mois en tête des ventes en Belgique. Oui. C'était Sans toi, mamie. Et qui a débuté dans les jukebox plutôt qu'à la radio. Exactement, puisque
À la radio, on ne m'acceptait pas pour voix désagréable. Il y a même un animateur un jour qui a dit, au bout de quelques secondes, retirez-moi cette chanson, je ne peux pas entendre cette voix. Absolument. Mais vous parliez de Johnny tout à l'heure, c'est arrivé aussi à Johnny. Oui, pour une autre raison, Lucien Maurice a cassé son disque parce que la chanson était la même que celle de Dalida, dont il était fiancé. Ah, je ne savais pas. Voilà. Vous savez tout, mon cher Jacques. Et donc, la chanson passe dans les jukebox et ça commence vraiment. Oui, à l'époque, un jukebox, c'était une petite radio locale. Hein. Ça avait un rayonnement quartier par quartier. Et donc, à force de l'entendre dans les jukebox, les gens ont commencé à le réclamer aux radios. Jusqu'au jour où j'ai été invité pour la première fois à la radio nationale belge, donc la RTBF, la RTB à l'époque. Et les deux, il y avait une animatrice et un animateur qui m'accueillent en me disant, vous savez, on nous a dit de vous prendre dans l'émission, mais on n'aime pas ce que vous faites. C'est bien ça. Voilà, ça met à l'aise. Et moi, j'ai eu l'inconscience ou je sais pas quoi, la folie de leur dire, moi non plus. Ah, ils n'en revenaient pas. Comment vous avez d'autres chansons? Oui, j'en ai d'autres. De quel style? Mais écoutez, j'ai ma guitare dans ma voiture. Si vous me donnez 5 minutes, je vais la chercher. Et je suis revenu, j'ai chanté Ma tête, j'ai raté le coche. Et ça leur a tellement plu qu'ils m'en ont fait enregistrer 12, qu'ils ont passé 2 par jour pendant une semaine. 6 jours, donc pas de dimanche. Et ça fait l'objet d'un album qui s'est appelé Chansons non commerciales et qui a été aussi en tête des ventes. Voilà. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 13 janvier 1965. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Salvatore Adamo, de passage entre 2 tours du monde avec un nouvel album qu'on va découvrir tout à l'heure et une date importante, le 13 janvier 65. Alors, vous m'avez dit en coulisses, le 12 janvier c'est Musicorama. Oui, mais le lendemain, vous signez un contrat pour 20 dates à partir du 16 septembre en vedette à l'Olympia. C'est vrai, mais moi j'avais oublié le 13 septembre, j'avais gardé le 12 qui pour moi est une espèce de naissance aussi. J'ai abordé ce concert en me demandant, mais ils connaissent pas mes chansons. Ça me passait pas. Ça commençait à passer en radio. Et en fait, ils connaissaient toutes les chansons de l'époque, quoi. Et c'était pour moi un miracle. Oui, en plus vous aviez le trac, vous étiez malade de trac. Complètement. Et j'avais chanté la veille ou l'avant-veille en Turquie. Et donc, quand j'ai abordé Tombe la neige, j'ai commencé... Donc, j'ai dû me reprendre et dire aux musiciens de recommencer. J'allais commencer en turc. Oui, on finit par être dépaysé. Alors, le 16 septembre, c'est la première à l'Olympia. Il y a Maurice Chevalier dans la salle. Il y a Marlène Dietrich, Jacques Brel, qui va vous donner des conseils. Jacques Brel, j'ai eu la chance j'ose le dire, d'être son ami grâce à Charles Maroni, qui était notre impresario commun, même si j'avais rencontré Brel plusieurs fois sur des plateaux en Belgique, et il m'avait vraiment pris sous son aile, oui. C'est vrai que la veille de mon passage, un autre passage à l'Olympia, il m'a dit, mais sois toi-même, n'hésite pas, n'essaie pas de frimer. Et c'est grâce à lui que peut-être je fais partie de ces chanteurs qui n'ont pas d'attitude sur scène. Je ne blâme pas ceux qui en ont, il y en a qui ont de très belles attitudes, mais moi, j'ai pas osé. J'avais chanté avec Fugain, qui avait fait une chose qui me surprenait, mais c'était magnifique d'oser le faire. Il avait chanté toute une chanson dos au public. Et le public l'a ovationné aussi, ouais. Donc, chacun son caractère. Moi, j'étais un peu trop timide pour faire ça. Et je crois qu'à la fin de cette première, on vous a offert une petite tour Eiffel avec 3 étages, un symbolisant la France, l'autre la Belgique et le 3e la Sicile. Oui, c'était une cérémonie sur la tour Eiffel. La firme de disques de l'époque m'avait offert ce symbole parce que j'avais vendu quelques disques. Voilà. Notamment avec cette chanson. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. C'est vrai que cette chanson, toutes les générations la connaissent, que vous n'auriez jamais imaginé au départ, Salvatore Adamo. Mais au départ, d'abord, je n'imaginais pas qu'il y aurait un second succès, une seconde tournée, et puis chaque fois que je sors un disque et que je fais une tournée, je suis prêt à me dire, à accepter que ce soit la dernière. Et Dieu merci,
Ça fait 60 ans que ça dure. C'est pas la dernière. Et je touche du bois Vous pour pouvez. la suite. Alors, il se trouve que cette chanson prend le contre-pied des yéyés, de Salut les copains, et que vous devenez pour les familles le gendre idéal à ce moment-là. À ce moment-là, maintenant, je suis peut-être le beau-père idéal et on me demande la main de ma fille. Et il y a un dessinateur belge de grand talent, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Pierre Kroll, Oui. qui, pour mes 60 ans, m'avait offert un dessin où je me penchais devant un monsieur avec une belle barbe d'une cinquantaine d'années, enfin une quarantaine. Et la légende, si vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre mère. Et j'ai fait un duo avec Benabar, dans lequel je demande à Benabar d'emprunter sa maman. Il y a dans la salle, les premiers soirs, un fan absolu qu'on n'attendait pas, c'est François Mauriac, romancier, auteur d'un bloc-notes dans le Figaro, écrivain catholique, fan absolument de vous. Il dit à votre propos, ces chansons partent du cœur et arrivent au cœur. Mais imaginez-vous, à ma place, quand je reçois ce mot écrit à la main, parce qu'à l'époque, on écrivait tout à la main, de ce monument de la littérature. En plus, il était venu dans ma loge et tout. Voilà, et puis plus tard, il y a eu... Ah, mais c'est cette fois-là, Oui. J'avais Suzanne Gabriello en première partie, qui a fait une parodie de la montagne de Ferrat, où elle parlait de Gaulle. Oui. Et François Mauriac s'est levé dans la salle, scandalisé. Il y avait eu les deux facettes, quoi. Et François Mauriac allait chez Castel le soir avec Jacques Chazot et présentait Jacques Chazot comme son fils. Ça, j'ignorais. C'est assez drôle. Mais vous en savez des choses. Oh, j'essaye de travailler un peu moins que vous, mais quand même. Alors, il y a une autre chanson qui a transformé l'essai, et là aussi, toutes les générations la fredonnent encore aujourd'hui. C'était chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait qui fallait. Alors, j'ai vu des images récentes dans les pays d'Amérique du Sud, et on voit la 4e génération de fans de Salvatore Adamo qui, comme leur maman et leur grand-maman, même parfois leurs arrière-grand-mamans, fredonnent cette chanson et dansent, font les pas de danse avec les bras. Écoutez, encore une fois, je suis comblé de ce côté-là. Là, vous parlez de l'Amérique du Sud. Au festival de Viña del Mar, j'étais tellement ému par l'accueil du public que pendant pratiquement toute une chanson, ma voix ne sortait pas. Et ils ne s'en sont pas rendus compte parce que eux chantaient mot à mot. Donc, je me suis reposé. J'ai mimé pendant une chanson, oui. Et ils chantent la chanson en français, souvent. Oui, moins que les chansons en espagnol, quand même. Mais par exemple, une chanson comme Le ruisseau de mon enfance, qui est une chanson avec un texte très précis, un peu compliqué par rapport aux chansons rengaines, il les chante mot à mot. Et moi, de mon côté, encore une fois, je dois me contenir pour que la voix sorte, tellement c'est émouvant. Ah, c'est archi émouvant. Alors, problème à l'époque, certains disent oui, il est trop gentil, c'est un garçon poli, c'était une légende, tout ça, c'était l'image du début. Bon, je pense que j'ai un certain respect du public. Ce qui est pas si mal que ça. Oui, j'ai une forme de gentillesse, mais quand même, faut pas me prendre pour une poire, quoi. Et d'ailleurs, je l'exprime dans une chanson de mon avant-dernier album, qui s'intitule « Méfie-toi, il n'y a pas plus gentil que moi ». Un gentil, ça louvoie, ça file entre les doigts. Exactement. Alors, à cette époque, ce qui a changé la donne et ce qui a changé votre image, c'est cette chanson. Le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine. Pour ton corps ne vaut pas l'eau. Alors, je me souviens d'Inch'Allah, de la sortie et de la révolution que ça a été. Parce que ça a été à la fois un événement, pour vous, une interdiction en même temps. C'était quelque chose de surréaliste, Salvatore Adamo. Oui, je pensais, peut-être un peu naïvement, que c'était une chanson de paix. Et puis, il y a eu la guerre des 6 jours, 6 mois après que j'ai sorti la chanson. Et la chanson a pris une autre dimension qui m'a un peu échappé, je dois l'avouer. Et avec le temps, je me suis quand même rendu compte que j'aurais sans doute dû faire un peu plus allusion à la souffrance du côté palestinien aussi. Et donc j'ai changé la dernière strophe. Et malgré tout,
je suis resté banni dans les pays arabes jusqu'en 2003, où j'ai eu l'occasion de chanter pour la première fois en Tunisie, à Carthage, au Théâtre Antique. Et en arrivant la veille, je demande à l'organisateur si je pouvais chanter Inch'Allah. Et directement, il m'a dit, je crois qu'il vaut mieux que vous évitiez. Oui. Et moi, j'avais entendu dire qu'il y aurait des ministres, dont le ministre de la Culture dans la salle. Donc j'ai dit, mais demandez au ministre de la Culture, qui sera là, je crois, ce qu'il en pense. Donc je vais me coucher, et le lendemain, on vient me chercher pour le concert, et je demande à l'organisateur, et alors, pour Inch'Allah, monsieur le ministre de la Culture a dit que si vous ne la chantez pas, elle manquera. Voilà. Et c'était un des accueils les plus bouleversants que j'ai vécu. À chaque mot qui les touchait, le public, il y avait 15 000 personnes, se levaient et criaient, quoi. Effectivement, et c'est un cas unique. Vous n'en revenez pas toujours aujourd'hui. J'en reviens pas d'être encore là, en plus. Alors, moi, j'ai recensé entre 65 et 67, Salvatore Adamo, 12 disques d'or, 3 trophées du Midem, et vous êtes avec Johnny Hallyday et Hugo Frey, le champion des tournées d'été, 60 galas en 2 mois, rien que ça. Oui, il y a des années où j'ai fait près de 300 concerts. Ouais. Bon, maintenant, j'ai un peu levé le pied, et pour être honnête envers le public qui mérite que l'artiste soit au mieux de sa forme, je n'accepte plus 2 concerts d'affilée, parce que inévitablement le deuxième concert on est moins bien qu'au premier, donc j'ai besoin d'un jour de relâche, et comme ça je me sens mieux. Voilà, et puis le public est heureux de vous retrouver, même un jour plus tard, et dans n'importe quel pays du monde. Une autre date importante, c'est le 18 septembre 1994, une date que j'ai retrouvée. À tout de suite sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Salvatore Adamo. Nous parlerons tout à l'heure de In French Please, le nouvel album très important. Et le 18 septembre 1994, c'est les images que j'ai retrouvées. Vous remettez un gros chèque à UNICEF Belgique, dont vous avez été l'ambassadeur pendant 1 an. Une belle cérémonie avec des gens, je ne sais plus si c'est à Bruxelles ou à Gemmap, qui sont autour de vous. Oui, j'ai été ambassadeur pendant une bonne dizaine d'années, pas pendant 1 an. C'était la 2e année, celle-là. Oui, je suis allé en 93 au Vietnam, j'y suis retourné en 95, je suis allé au Kosovo, je suis allé en Afghanistan, en Noël 2001, et ça tombait, enfin quand l'UNICEF m'a sollicité, ça tombait vraiment bien, parce que je commençais à me demander à quoi je servais vraiment. Et là, ça m'a permis d'avoir l'impression d'être utile un peu plus concrètement. Au Vietnam, on avait amené de la vitamine A, parce qu'il y avait une carence dans cette vitamine qui créait une espèce de cécité chez les enfants. Après, je suis allé au Vietnam, en Afghanistan, pour amener des vaccins contre la polio, Afghanistan et Pakistan. Et voilà, et je me sentais bien dans mon rôle, quoi. J'étais un maillot de la chaîne de la bienfaisance, si j'ose dire. Et là, c'est plus honorifique. Je le suis toujours. On m'a jamais démis de mes fonctions. Mais voilà, je fais des annonces, j'incite les gens à être généreux, mais je ne vais plus sur le terrain. Voilà. C'est beaucoup plus important pour vous que d'avoir été citoyen de Gemmap, je crois, et même anobli par le roi. C'est beaucoup plus important à vos yeux ce que vous avez fait pour l'UNICEF. Oui, la petite gloriole, ça fait toujours plaisir, mais être utile, c'est quand même une autre dimension humaine, quoi. Alors, vous êtes ambassadeur aussi de la chanson dans bon nombre de pays, et tout a commencé au Japon, Salvatore Adamo, avec cette chanson. Yuki wa furu, anata wa konai. Yuki wa furu, omoi kokoro. Je ne connais pas le japonais, mais il paraît que c'est parfait comme accent, tombe la neige. 72 semaines en tête du hit parade à l'époque. Oui, c'est encore une des choses qu'on ne peut pas imaginer. Et non pas qui vous tombe dessus, mais qui vous enveloppe d'une façon très agréable. Mais ça s'est passé par le fait que la chanteuse japonaise la plus populaire de l'époque, Kosiji Fubuki, avait enregistré
Santomami, qui était mon premier succès en Belgique, et qui en a fait un énorme succès au Japon, même, qui est même plus chanté que Tombe la neige, parce que Tombe la neige n'est chanté que l'hiver, logiquement. Alors que Santomami, toute l'année. Je crois qu'il y a 50 versions De cette chanson. Oui, alors que Tombe la neige, il y en a 500. D'accord. Oui. Et donc, elle m'avait invité au Japon à participer à une émission qu'elle présentait, dans laquelle j'ai chanté Tombe la neige. Et c'était en 67, c'était 4 ans après la sortie en francophonie, si j'ose dire. Et ça a démarré, et il y a eu un coup de foudre réciproque. Oui. Et vous avez appris le japonais pour ça? J'ai acheté 30 fois le même livre qui s'appelle Le japonais en 30 heures. Oui. Parce que chaque fois, j'oubliais chez moi. Et donc, j'allais jusqu'à la 15e leçon, je baragouine le japonais. Mais j'aime bien, je suis assez espiègle comme vous, mon cher Jacques. À un moment donné, il y a une conversation en japonais autour de moi, je capte quelques mots, donc je comprends le sens de la conversation et je place un mot. Alors tout le monde se retourne vers moi. Quoi? Vous parlez japonais? Et alors je leur dis en japonais, faites attention, je comprends. Et en même temps, je crois que quand vous faites des concerts, il y a quelques chansons en japonais et puis il y a un maître de cérémonie au Japon qui explique le reste des chansons. Oui, toutes les 5 chansons, il vient, comme vous le dites, expliquer le contexte des suivantes. Et c'est vrai que ça casse un peu le rythme, mais c'est dans l'esprit japonais d'être patient. Je suis allé voir des spectacles de kabuki et de no, et ça applaudit à peine. Ils pensent que c'est casser l'ambiance du spectacle que d'applaudir trop fort. Mais maintenant, les jeunes, ils ont eu accès à des images de public aux États-Unis ou n'importe où, et ils commencent aussi à crier. Ouais. Et sauf que Tombe la neige est encore, je crois, au programme des karaokés au Japon. Beaucoup le chantent. D'ailleurs, karaoké, c'est un terme japonais qui est un raccourci de kara, qui veut dire de karapo, qui veut dire vide, et hockey de orchestre. C'est ça, je crois. Ah, d'accord. Parce que kokoro kara, le kara, ça veut dire avec. Voilà. Kokoro kara, c'est de tout cœur. Et au Japon, les karaokés, c'est pas dans des grands bars, ce sont des salles, je crois, fermées, qu'on loue pour faire ça en famille ou avec des amis. Un soir, après un concert, on est allé prendre un verre dans une cave. C'était à Hiroshima. Et il y avait une dizaine de personnes. Et il y avait un karaoké. Et alors, il y a un de mes musiciens qui est allé voir, qui me dit, tiens, il y a Tombe la neige. Tu oserais chanter? Et je dis, bon, allons-y, on met Tombe la neige, je commence à chanter. Et les 10 personnes se regardaient, elles n'ont rien dit, elles n'ont pas applaudi, elles ne savaient pas si j'étais le vrai ou un imitateur, quoi, ouais. Mais je l'ai fait. D'autant plus que certains au Japon croient que c'est un thème folklorique aujourd'hui de Tombe la neige. À la longue, oui, c'est ce que j'ai découvert dans un avion où j'avais entendu une version instrumentale qui me plaisait bien, j'appelle l'hôtesse. Pouvez me dire ce que j'entends? Au moment, elle demande à sa collègue, This is a Japanese traditional song, Yuki Wafuru. C'est une chanson folklorique japonaise, Voilà. Yuki Wafuru. Donc, j'ai été annexé par le folklore. C'est bien. C'est une forme de postérité. Ça me fait honneur, ouais. Alors, il y a le Japon, mais il y a aussi l'Espagne. Je crois que vous avez battu le record de vente de l'histoire des 45 tours, Salvatore Adamo. Il y a Berlin, où vous êtes revenu sur scène après 20 minutes de rappel. Il y a eu l'Iran, devant le Shah d'Iran et l'impératrice Farah. Enfin, c'est étonnant comme parcours. Comment ça s'explique? Ce sont des points étoilés dans ma vie. Vous m'en rappelez certains que je n'avais pas vraiment oubliés, mais que j'avais un peu perdu de vue. Mais c'est ça, mon cadeau, mon plus grand cadeau et mon problème d'un autre côté, c'est que je suis accueilli par des gens qui me démontrent une sympathie extraordinaire, auquel je promets qu'on se reverra et tout. Et puis le lendemain, je vais à un autre concert et c'est la même sympathie. Et donc je m'en veux. Et aujourd'hui, c'est pareil avec mes amis. Là, depuis 1 mois et demi, je suis en promo intense. Et ils m'appellent et je leur promets d'être là la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine arrive une nouvelle phase de promo. Et donc j'ai l'impression d'abuser de leur patience et de leur amitié. Et je leur demande de me pardonner. On vous pardonne tout. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est les images qu'on voit dans des stades de 40 000 places. Qui aujourd'hui, à part vous, peut chanter Salvatore Adamo au bout du monde devant 40 000 personnes?
Oh, il y en a, il y en a pas mal. Hein. Vous me flattez, mais par exemple, au Festival de Viña del Mar, j'étais une fois au programme avec Police. Oui. Et d'autres fois avec, comment il s'appelle encore, Miguel Bosé, qui est un monument en Amérique du Sud. Et voilà, donc, oui, j'ai fait aussi des concerts seuls, notamment au stade d'Athènes, où il y avait 70 000 personnes au stade olympique. J'oublie pas, quoi. Mais, encore une fois, je garde une espèce d'inconscience face à ce qui m'arrive, et j'essaye d'en être digne, quoi. Est-ce que certains ont cherché à l'expliquer en disant mais c'est parce que Salvatore est un poète, parce qu'il sait parler à tout le monde, parce que ses musiques sont douces, parce qu'il dit des choses. Quelle est la bonne réponse? Mais il vaut mieux que je ne le sache pas, hein, Oui. Jacques, je ne sais pas. Je ne me pose pas la question parce que sinon j'aurais tendance à ne faire que des choses qui me disent dans ma tête que c'est ça qui plaira. Oh non, j'essaye de surprendre. Voilà. Et vous surprenez sans arrêt en courant d'un pays à l'autre. Et vous l'avez résumé dans une chanson. C'est justement votre vie. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie. Et oui, c'est votre vie finalement. Elle vous a choisi. Il n'y a pas d'autre explication. Oui, c'est une chanson dans laquelle, bien sûr, je m'adresse à mon public, où il y avait eu un léger malentendu vers les années 75, où j'avais écrit pas mal de chansons un peu plus concernées, plus sociales. Et certains n'attendaient de moi que des chansons très légères. Voilà, mais au moins ça a mis les choses au point. Et aujourd'hui, c'est une des chansons avec Tombe la neige dont on parle le plus. C'est fou, hein? Oui. Et au Québec, elle a eu 2 vies, en 75, et puis 20 ans plus tard, dans le mi-90, où ils ont associé ma chanson à la campagne du lait. Et c'est reparti, et je me suis retrouvé à faire une émission, La Fièvre du samedi soir, je crois, devant 1000 adolescents qui criaient pendant que je chantais. Un peu comme au Chili aujourd'hui. Et le slogan aurait pu être avec Adamo, on boit du petit lait, justement. Et alors, vous avez le sens de la formule, Jacques. j'essaye. Alors, il se trouve aussi qu'il y a quelqu'un à qui vous devez beaucoup, qui a hélas disparu, car il a vraiment fait découvrir vos chansons à la nouvelle génération, c'est Arnaud. Oui, Arnaud m'a fait beaucoup de bien, humainement et professionnellement. Le fait qu'il ait repris ma chanson m'a redonné une espèce de crédibilité par rapport à un public qui ne venait pas forcément à mes concerts. Et donc, ce public qui fait partie de son public est venu par curiosité, et puis il s'est rendu compte que mes chansons n'étaient pas si obsolètes et vieux jeux que ça. Enfin, parce que, bien sûr, il y a, vous permettez, monsieur, mais mes chansons plus actuelles les concernent, quoi. Exactement. Mais je sais aussi que la chanson préférée d'Arnaud, de votre répertoire, c'était celle-ci. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Et c'est vrai qu'Arnaud disait que la note en italien, c'est sa chanson préférée. Et il a dit un jour qu'il a pris un taxi et on donnait la nuit en espagnol. Et il a expliqué que c'était Adamo. Et pour le chauffeur, c'était une chanson espagnole et rien d'autre. C'est comme au Japon. Exactement. Et c'est vrai que c'est universel. Mais écoutez, ça me flatte, bien sûr, mais ne me demandez pas de l'expliquer encore une fois. Alors, non, mais on l'explique pas, mais on écoute. Et il y a aussi un duo qui a été fait il y a quelques années avec la nouvelle génération. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Si encore c'était Clark Gable, autant on emporterait le vent. Mais je dois me farcir sa belle gueule, plongeant toute la journée sur mon écran. Voilà. Ça a beaucoup fait rire, ça a beaucoup surpris avec Olivia Ruiz, chez Georges. C'est parti d'une anecdote qui m'est arrivée. J'avais reçu, après un concert, un couple dans ma loge. Et la dame commence à m'expliquer qu'elle a tapissé toute sa maison, en toute modestie, de mes photos. Et je voyais le monsieur qui était 3 pas en arrière, qui faisait un peu la tête, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait signer les autographes qu'on m'a demandé. Et après, je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose à mettre dans une chanson, mais je ne peux pas
me l'attribuer à moi-même. Donc, je me suis souvenu du fait que mon épouse était fan de Georges Clooney de la série Urgence, et je l'ai attribué à Georges Clooney, qui l'a vu, lors d'une émission à Canal+, ils lui ont passé la chanson, et il a pas mal rigolé, quoi. C'est bien, mais c'est une preuve de plus de votre modestie. On va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 27 janvier 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Salvatore Adamo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Salvatore Adamo. Vous aimez surprendre et vous surprenez avec la date du 27 janvier 2023. Vous sortez un album qui s'appelle In French Please. Ce ne sont pas des chansons que vous avez écrites ou composées, c'est ce que vous appelez un album hors répertoire. Oui, c'est un album dont j'ai l'idée depuis des années, parce que certains ne s'en doutent pas, mais depuis mon adolescence, j'écoute de la musique anglo-saxonne. Oui, on l'a évoqué, oui. Lors de Elvis Presley, tout ça. Il y avait les Everly Brothers, Roy Orbison, Paul Anka. Et puis plus tard, il y a eu Simon et Garfunkel, Dylan, Leonard Cohen, donc des auteurs plus littéraires et plus profonds, si je puis dire, que les petites chansons du début. Donc, je me suis surpris plusieurs fois à me chanter dans ma salle de bain ces chansons-là. Et il y a une dizaine d'années, pour le plaisir, j'avais adapté le I'm Not in Love de 10cc, sans savoir ce que j'allais en faire. Peut-être je pensais l'intégrer dans un album normal, si je puis dire. Et après, j'ai adapté Harvest Moon de Neil Young. Tiens. Ouais, et alors, petit à petit, mais pourquoi pas un album pour le plaisir, justement. Oui, et avec des chansons traduites en français parce que le public ne connaît pas vraiment les paroles. C'est vrai qu'il y a des chansons dont on ne retient, par exemple, pour le I Want You de Dylan, I Want You. Et puis la petite ritournelle de la guitare. Et donc, c'est un peu pour partager le plaisir et pour faire découvrir le contenu des chansons. Non, celui de Dylan, justement, qui a un foisonnement de surréalisme absolu. Et parfois, ça tenait à un mot, par exemple, pour Sorry Seems to Be the Hardest Word d'Elton John. J'avais envie de la chanter, mais je ne trouvais pas la façon de traduire ce qu'il dit en anglais. Désolé, le mot le plus dur, ce que je trouve un peu prosaïque en français. Et d'un coup m'est venue la petite étincelle. Désolé est bien le mot qui tue. Et à partir de là, c'est parti. C'est parti. Ouais. Alors la première, c'était effectivement Je te dis pas que je t'aime, que vous chantez avec Jane Birkin. Je dis pas que je t'aime, oh non, ne t'emballe pas. J'aime bien te voir, oui, hello. Ça ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord. Pourquoi cette chanson et pourquoi ce duo avec Jane Birkin? Pourquoi la chanson, comme je vous disais, ça fait 10 ans que je l'avais en tête, parce qu'elle me touche, c'est cette façon pudique et entêtée, un peu macho, de ne pas vouloir dire à la personne qu'on l'aime justement. C'est un entêtement enfantin, et donc la chanson en anglais est traitée d'une façon un peu enfantine. Et à la fin, il y a une voix céleste qui arrive, qui dit au chanteur, mais tu pleures, mais les grands garçons ne pleurent pas. Et moi, j'ai pris de contre-pied, j'écris que les vieux monsieur ne pleurent pas. Et pour cette voix et cette grâce, mais j'ai directement pensé à Jane, que je salue en espérant qu'elle aille mieux. On le souhaite tous, oui. Oui. Alors, il se trouve que c'est un classique de la pop britannique par ce groupe 10cc. Et le nom de 10cc vient d'un rêve fait par le manager qui s'appelait Jonathan King, la première maison de disques du groupe. Il a rêvé ce mot et c'est comme ça que le nom est né. J'ignorais. Alors, au départ, il y avait 40 chansons et il y en a 14 sur l'album In French Please. Oui, j'en ai maquetté, comme on dit, 40. Et puis, je les ai fait écouter aux responsables de la firme de disques et on a fait un premier tri et finalement, on est arrivé au 14 avec Stéphane Escher quand même, parce que je suppose que vous allez en parler, oui. mais il y a une quinzaine d'années, je chantais à Nancy. Et un journaliste m'avait interviewé avant mon concert
Et il m'avait dit que la veille, il avait interviewé Stéphane Echer, qui lui avait dit que son rêve, c'était de réaliser un album avec moi. Donc, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand il s'est agi de cet album, je n'osais pas l'appeler moi-même parce que c'est embarrassant. Et j'ai demandé au responsable de notre film de l'appeler, et il a répondu avec un grand enthousiasme. Il avait juste oublié, poète comme il est, rêveur, et un peu bohème comme il le dit, qu'il avait 54 concerts. Oui. Donc j'ai dû attendre ses disponibilités, et l'enregistrement s'est traîné sur presque 1 an et demi. Et il a travaillé avec son arrangeur, Rein Howard, qui a fait des choses magnifiques, quoi. Comme par exemple le cheval sans nom. Traverser le désert au dos d'un cheval sans nom, et la mer sur une planche pour te demander pardon, et arriver devant toi, t'entendre me dire non. Dans le désert, j'ai même pu oublier ton nom. Na, 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 na. Je l'avais fait. Une chanson de Dewey Bunnell, qui est un fils de militaire, qui s'est inspiré d'une reproduction d'un désert peint par Salvador Dali pour écrire cette chanson. Et le groupe America. Oui. Oui, c'est la chanson dans laquelle j'ai le plus déliré. Parce qu'en fait, dans l'original, il traverse le désert pour oublier la femme qu'il aime et qu'elle ne l'aime plus, quoi. Et moi, j'ai rajouté des séquences et des phases dont aujourd'hui, quand j'entends, je me demande comment j'ai osé. Oui, mais en même temps, le côté surréaliste, Dali, il me semble, était aussi un fan de vos chansons. On me l'a fait dire à un moment donné. Et moi, j'aimais beaucoup sa peinture et son horloge fondante, là. Non, mais il avait un trait magnifique. Il était surréaliste. À New York, quand il arrivait, il avait toujours trouvé un ami qui était le sosie de Louis XIV. Et il le présentait comme Louis XIV lui-même. C'était assez surréaliste. Et Dali a dit, le grand danger de se prendre pour un génie, c'est qu'à la fin, on en devient un. Exactement. Voilà. La pochette, c'est devant une cabine téléphonique à Londres, Salvatore Adamo. Oui, j'ai tenu à ce qu'il y ait cette touche anglophone, peut-être parce que mon fils et mes petites filles vivent. Et c'est mon fils cadet, donc Benjamin, qui joue dans un groupe qui s'appelle Fujian Miyagi, qui a fait la photo de la cabine dans un parc à Londres. Et alors, on a fait un montage tout autour. Et je trouve qu'elle est, je peux le dire, elle est assez élégante, je trouve. Comme les chansons et comme ce duo avec Daniel Auteuil, Je suis ton ami. Je suis ton ami. Tu peux compter sur moi. Et à peine j'entendrai ta voix, je serai là. Je suis ton ami. Ça, c'est une chanson clé, je crois, dans la naissance de l'album, Salvatore Adamo. Absolument. Et la clé, c'est que nous sommes amis dans la vie, Daniel et moi, que j'embrasse, et que j'irai voir le 18 mars au Casino de Paris. Je fais ta pub, Daniel. Oui. Et voilà, donc Daniel qui est venu plusieurs fois me voir en concert. En fait, notre amitié a débuté, c'est lui qui a fait le premier pas, je me promenais rue de Berry, près des Champs. Et à un moment donné, j'entends quelqu'un qui court derrière moi, et je me retourne, et c'était lui. Il me dit, Salvatore Adamo, je suis Daniel Auteuil, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout, voilà. Et on est restés amis. Et plusieurs fois, l'immense acteur qu'il est, il faut... Hein, oui, on est bien d'accord. Pour moi, Daniel, il peut être ému et il peut être Dustin Hoffman d'un autre côté. Oui. Donc, si un jour tu as besoin de moi dans une chanson, n'hésite pas, j'adore ça et tout. Et c'est venu comme ça. Et c'est même lui qui a fait la voix off du documentaire qui m'a été consacré. Qui a eu une grosse audience à la télévision, beaucoup plus que d'autres documentaires où vous racontiez votre vie de façon sincère, ce qui est rare aujourd'hui. Ben, écoute, moi je suis comme je suis, donc je sais pas ce qui est rare et ce qui est commun. Mais enfin, moi j'étais tel que je suis, quoi. Je suis ton ami, c'est une chanson de Carole King, James Taylor, oui. Un duo mythique. Et ils ont fait leur première prestation sur cette chanson au Troubadour en 70. Et pour le 50e anniversaire de cette salle, ils sont revenus faire la même chanson. Oui. Mais, excuse-moi, je fais un petit saut dans... moi, pour vous dire que je suis passé pour la toute première fois en vedette quelque part, c'est à l'Ancienne Belgique à Bruxelles, oui. Le 1er novembre 63, le jour de mes 20 ans. Et je serai au même endroit, avec une croix sur la scène, le 1er novembre 2023, pour fêter mes 80 ans.
On a tout fait pour que ce soit possible parce que la date était prise et on s'est arrangé avec l'autre artiste qui devait passer. Et je sais que cette première partie, à l'ancienne Belgique, il y avait Pierre Richard et Victor Lanoux dans un duo. Duo de mime. Exactement. Oui, qui jouait une partie de tennis sans balles. Voilà. Magique, oui. Une autre chanson importante dans cet album, c'est Sous la lune d'or. Il fait si beau dehors, la lune éclaire les champs de blé. Et dans cette lumière d'or, il y a tant de souvenirs à célébrer. Pas question de faire un album de ce genre sans une chanson de Neil Young. J'adore Neil Young, ouais. Il est, sans doute vous vous souvenez du générique de fin magnifique du film qu'il n'est pas moins de Philadelphia. Non, c'est un artiste que je suis depuis des décennies, même quand il était avec Crosby, Stills, Nash & Young. C'est un groupe que j'écoutais régulièrement. Ouais. Et traduire cette chanson, La lune des moissons, qui annonce de belles récoltes, c'était pas simple parce que ça existe en Amérique, mais on n'en parle pas en France. Oui, c'est ça. La lune des moissons, c'est vers le début du mois d'août. La lune roussit un peu et les paysans savent que il est temps de récolter, quoi. J'ai essayé la lune des moissons, mais j'avais trouvé les mots pour que ça rime et tout. Mais je me suis dit que ça ne disait pas grand-chose, alors j'ai trouvé la lune d'or. Et sur cet album In French Please, il y a une chanson dont le titre vous correspond parfaitement, Jeune à jamais. Je n'ai jamais pouvoir rester, je n'ai jamais, en dépit des années qui passent, qui n'en rêvent pas. Je n'ai jamais, sans nostalgie et sans regret, de ce que l'on construit ou casse. Alors il se trouve que cette chanson Jeune à jamais, c'est le symbole de votre vie, parce que je crois qu'à l'exemple de votre grand-père qui vendait des meubles, qui avait été menuisier, vous n'avez pas l'intention de vous arrêter. C'est mon beau-père. Votre beau-père. Mon beau-père, en effet, jusqu'à 83 ans, il était ébéniste au départ, puis il est devenu marchand de meubles, et il livrait ses meubles lui-même. Il a arrêté, donc, et là il a commencé à vieillir. Voilà. Donc c'est le fait de se sentir utile et d'avoir sa place dans la société, dans la vie, qui permet de garder une impression de jeunesse. Et peut-être une vraie jeunesse quand même. Bon, maintenant, là, on est en pleine manifestation pour l'âge de la retraite et tout. Moi, je dis naïvement que peut-être on devrait pouvoir choisir, selon qu'on aime son métier ou pas, selon la pénibilité, de se retirer ou pas. Je donne l'exemple, en Belgique, à la radio officielle, à la RTBF, à 65 ans, des animateurs en plein succès doivent céder la place. Je trouve ça un peu dommage quand même. Écoutez, quand ne changeons rien, continuons comme ça. Et n'allez pas en Belgique. Non, on est très bien à Sud Radio, qui est une très bonne maison. Alors je précise que non seulement vous écrivez des chansons la nuit, pour d'autres artistes, que le 18 octobre, vous serez au Grand Rex avant une grande tournée, donc Grand Rex à Paris, et qu'encore une fois, ça va continuer, qu'on va vous retrouver un jour au micro avec d'autres chansons. Mais j'espère, les chansons sont déjà prêtes. Oui. Oui, peut-être qu'elle parle un peu plus du temps qui passe, parce que c'est vrai que j'arrive à un âge... Bon, j'ai eu ma vie, quoi. Si je m'en vais, on dira pas que je suis mort jeune, mais voilà. Mais enfin, j'espère tenir quelques années encore. Oui, restez avec nous, on en sera très heureux. Merci, Salvatore Adorno. Merci à vous, Jacques. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Ne changez rien. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.